Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Bruce Lee, dans Le Frelon Vert, c'est un personnage secondaire nommé Kaito. Après que Bruce Lee soit devenu connu, donc après avoir tourné Le Frelon Vert, les studios se sont dit qu'il serait bon d'en profiter. Et ils ont décidé de faire de Kaito le personnage principal, sans retourner. Donc, ils ont remonté les choses. Et en parlant des studios, en partenariat avec la librairie du cinéma du Panthéon qui nous ouvre gracieusement ses portes, je vais maintenant vous parler d'un studio, du studio pour le cinéma, le studio, la MGM. Hollywood est en feu. Et durant cet incendie, les décors de la MGM ont été détruits. Eh bien, figurez-vous que pour les cinéphiles, ça a quelque chose d'ironique, car la MGM n'en était pas à son premier incendie de décor. Le premier plan d'Auto-porte le vent qui a été tourné, c'est l'incendie d'Atlanta, un gigantesque incendie qui a déchiré la ville pendant la guerre de sécession. Pour créer cet incendie, pour qu'il soit à la hauteur de l'événement, à la fois de l'événement historique et du film, qui était une gigantesque production, le studio n'a pas hésité à brûler plusieurs de ses décors historiques, dont les murailles de King Kong, pour attiser le feu. Eh bien, ça représente bien ce qu'était la MGM. De la démesure, quasiment de la démesure mégalomaniaque, une volonté d'impressionner le public, de faire des œuvres de qualité, et d'en avoir pour son argent, tout simplement. C'est vraiment la MGM, c'était le studio emblématique américain. C'est l'archétype du studio américain qui a marqué les imaginaires, à la fois du spectateur pour ses films, mais aussi pour les producteurs. Et donc, on va parler un petit peu de la MGM. « 1924 ». Ça, c'est l'année de création de la MGM telle qu'on la connaît, ou telle qu'on la connaissait, Metro-Goldwyn-Mayer. Et en fait, pourquoi MGM? Parce qu'en fait, c'était 3 studios qui étaient nés quelques années auparavant, qui ont décidé de s'associer les uns les autres. Et ça, c'est assez représentatif de ce qui se passait à Hollywood à l'époque. On est au sortir de la Première Guerre mondiale en Europe, l'Europe s'est suicidée, et donc il y a un appel d'air. En fait, les Américains peuvent reprendre le contrôle sur la production cinématographique. Et donc, l'association de ces 3 studios montre un peu cette volonté de créer une industrie, d'augmenter la puissance économique, financière pour pouvoir créer des œuvres de plus en plus spectaculaires et d'attirer de plus en plus le public dans des salles de cinéma pour des spectacles grandioses. Et déjà, à l'époque, la MGM se lance dans des films comme Tarzan, par exemple, dans des très très grandes productions dont le but est d'imprimer la rétine du spectateur. Et pendant plusieurs décennies, les années 20, les années 30 et 40 notamment, grâce à des gens comme Louis B. Mayer, qui dirigeait le studio, et Irving Thalberg, qui lui, qui contrôlait aussi beaucoup les choses, ils vont se lancer dans une série de productions avec d'immenses fonds. Ils vont véritablement révolutionner la manière de faire industriellement les films, mais, et c'est la particularité de la MGM, toujours avec ce souci d'une certaine qualité esthétique, d'une qualité artistique. Ils ne font pas, alors certains ont dit que Hollywood était une usine à saucisses, c'est pas tout à fait ça. Quand même, les dirigeants de la MGM avaient à cœur de proposer un divertissement de qualité auprès du public. Et avec ce divertissement de qualité, les stars qui faisaient vivre les films. Il ne s'agissait pas seulement de créer des figures d'acteurs, mais aussi de contrôler l'entièreté de la vie des stars. C'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes devaient correspondre à une idée auprès du public. Et vraiment, on peut dire que la MGM, le grand génie de la MGM, ça a été aussi dans la communication. Et ça se retrouve jusque dans la création de leur emblème. Vous savez, ce fameux lion qui rugit, il y a eu 4 ou 5 lions au niveau de la MGM. Le lion a d'abord été muet, puis après il a été sonore, il a été aussi en couleur, et pendant plusieurs dizaines d'années, c'est sur plusieurs décennies que sur plusieurs générations, à chaque génération correspond presque un lion de la MGM. Et en fait, ce principe a été repris de sigles
universitaire, si j'ai bonne mémoire. C'était au niveau de cycle d'une université. Et en fait, cet emblème du lion précède quelque part aussi les emblèmes de la Fox, les emblèmes de la Warner, vraiment. Et en fait, on a véritablement au niveau de la MGM, avec cette création de cet emblème, la création d'une identité d'un studio. L'identité du studio passe par son emblème. Et en fait, c'est véritablement une image de marque. Et le studio imprime sa marque auprès du spectateur. Et quand il voit le sigle de la MGM, il sait quel type de film il va voir, quel type de qualité de film il va voir. Columbia, Universal, Warner Bros, la Fox. Ces 4 autres studios sont les 4 concurrents de la MGM. Donc ce sont 4 écuries qui se faisaient la guerre. Ce sont les 4 grands. Il y avait d'autres plus petits studios qui ont marqué leur esprit, comme la RKO, qui ont invité beaucoup de réalisateurs français pendant la guerre, notamment Maurice Tourneur. Il y a eu Jacques Tourneur, pardon, Maurice Tourneur étant le père. Il y avait la RKO, il y avait United Artists qui a énormément fait parler d'elle par rapport à son indépendance. Mais vraiment, ces 5 studios-là, ce sont les 5 grands qui écrasaient tout le reste. Ils contrôlaient toute la chaîne. Ils contrôlaient, c'est-à-dire de la création, au niveau du scénario, au niveau de la production, mais aussi de la distribution. Et il a bien fallu une loi antitrust pour casser ce monopole avec la télévision. Car ce qui a cassé le système des grands studios et qui a amené la crise avec l'arrivée de la télévision, ce sont les lois antitrust américaines qui empêchaient une trop grande concentration des moyens et un trop grand monopole en réalité. Et en fait, c'est justement de ce monopole que naissait tout le pouvoir de chacun de ces 5 grands studios qui vraiment avaient un pouvoir total sur leurs œuvres, sur l'imaginaire du spectateur, vraiment, mais aussi sur leurs stars qui étaient vues comme des rouages de l'industrie. Il y avait une véritable... La démesure ne provient pas seulement en fait des fonds financiers, ça provient aussi du pouvoir qu'il avait sur les individus et sur l'esprit des gens, à la fois sur les concepteurs, mais aussi sur les récepteurs. Il y a aussi quelque chose qui les a fortement handicapés, c'est le macartisme. Donc le macartisme, c'est cette époque, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où on parle de la chasse aux sorcières, où le sénateur Joseph McCarthy, en fait, était extrêmement anticommuniste. Il était paranoïaque, il avait lancé une véritable chasse aux sorcières pour chasser tous les intellectuels communistes. Alors, autant vous le dire, à Hollywood, les scénaristes, les producteurs, les cinéastes qui venaient d'Europe, il y a pas que ceux qui venaient de la côte Est, il y a beaucoup de monde qui avait des affiliations avec le Parti communiste. Donc, les studios, généralement, se pliaient au macartisme et dressaient des listes, empêchaient les gens, en fait, de travailler. Il y a le cas de Donald Trumbo, cas très connu, mais pas la MGM. La MGM, si elle se pliait justement aux exigences de censure du macartisme, défendait ses auteurs et ne donnait personne. Mais le mal était fait. Culturellement parlant, le macartisme, en fait, empêchait aussi la MGM, comme les autres studios, de s'adapter à l'ère du temps, au début de libéralisation des mœurs qu'il y avait au courant des années 50, durant les années 60, oui, parce que c'est de l'anticommunisme, mais pas que. C'est aussi un certain puritanisme, c'est aussi un conservatisme très rouge, très dur, très patriote. Enfin, très de droite, très dur. Donc, c'est pas juste contre le communisme, mais c'est aussi prôner de certaines valeurs bien américaines, très conservatrices, très de droite. Et donc, les studios
par leur taille et par le pouvoir qu'elles avaient, et les hommes politiques avaient bien conscience du pouvoir qu'ils avaient, se retrouvaient dans une situation très compliquée d'entre-deux où ils sentaient bien que leur public mutait petit à petit, que la jeunesse était en train de décrocher petit à petit, mais l'arrivée de la télévision et surtout le pouvoir essayait de les contrôler et les empêchait de pleinement expérimenter leur liberté d'expression ou de s'adapter à l'ère du temps. Et du coup, ils ne pouvaient pas véritablement d'eux-mêmes s'adapter. Ils étaient, on va dire, dans l'obligation de rester associés à un public vieillissant, ce public qui justement votait pour McCarthy et qui votait pour les Républicains. Et donc, ça souligne bien la difficulté d'adaptation des studios. Ils étaient tellement gros qu'ils ne pouvaient pas s'adapter, pas tout à fait s'adapter de par leur structure, mais aussi de par leur puissance surposée, leur puissance politique. Et donc, en fait, ils étaient trop gros pour s'adapter. Il y a l'expression « too big to fail » qu'on avait revue durant la crise des subprimes en 2008-2009. C'était déjà le cas à l'époque. « Too big to fail », mais aussi « too big to adapt ». Et donc, quelque part, aujourd'hui, vis-à-vis de ce qui se passe avec Disney, vis-à-vis de ce qui se passe avec les divers studios, les diverses plateformes qui ont des exigences politiques, qui ont des exigences sociales, ils sentent bien qu'ils essaient de s'adapter politiquement aux jeunes générations, mais comme c'est extrêmement radicalisé avec le wokisme, c'est un suicide pour le large public. Mais les hommes politiques ont aussi des exigences contradictoires envers eux. Je pense à Donald Trump et compagnie, qui sont très anti-woke, et qui du coup ont des exigences envers les studios qui, du même coup, vont se couper de la part la plus radicale de leur population. Et ils sont tellement gros, tellement gigantesques, qu'ils sont pris dans un espèce de marasme de contradictions qui font des œuvres qui ne conviennent plus à personne. On va revenir aussi sur une période de la MGN, de la MGM, et pour ça, on va utiliser deux noms. Gene Kelly, Fred Astaire, par rapport aux comédies musicales. Alors, les comédies musicales n'ont pas été inventées par la MGM. Il y avait avant, notamment les comédies musicales de Busby Berkeley. À l'époque de Berkeley, ce qui était particulier dans les comédies musicales, outre l'attrait du son, quand le son a été inventé au cinéma, immédiatement on s'est mis à chanter. Le premier film sonore, ce serait le danseur de jazz, pour rappeler donc le rapport au son est là. Et la particularité des comédies musicales, c'est qu'elles offraient des moments hors de la narration traditionnelle. C'est-à-dire qu'on voyait juste des gens qui dansaient, qui chantaient, et c'était juste le plaisir de les voir. À l'époque où la MGM le fait, on est au sortir de la guerre, et en fait, il y a un soulagement, il y a à la fois un soulagement et une puissance américaine, mais aussi une très très grande paranoïa avec le macartisme. Et en fait, les comédies musicales, c'est quoi? Ce sont des gens qui chantent, qui sont heureux, c'est un spectacle réjouissant et flamboyant. Et en fait, ça allie le spectaculaire, c'est quand même très impressionnant, enfin, de voir Dansons sous la pluie aussi, même si c'est venu un peu après, de voir les mouvements de grue, de voir le déploiement de tous ces danseurs comme dans Vilain Messieurs et Blanche Colombe, de voir des stars. C'est vraiment une impression visuelle, c'est sur grand écran, avec une grande profondeur de champ. Vous voyez des masses de population qui ne se font pas la guerre, mais qui chantent et qui dansent. C'est presque une réponse, justement, à tous ces défilés militaires. Vous voyez des gens qui s'unissent dans un même chant, dans une même chorégraphie. C'est une réponse presque joyeuse et enjouée à l'ambiance oppressante et angoissante de l'après-guerre et du macartisme. Et donc, en fait, ce sont de véritables événements cinématographiques qui sont un propos visuel, mais aussi un propos psychologique, qui sont un refuge pour la population qui angoisse du monde inquiétant et de l'éventuelle guerre nucléaire qui approche. Et en fait, on retrouve quelque part une Amérique sûre d'elle-même, mais aussi cet affichage de l'assurance et de l'énergie qui est une manière de se vendre, c'est aussi en concurrence avec le communisme. Donc cela traduit aussi un état d'esprit angoissé. On se vend pour pallier l'angoisse de la destruction. Et en fait, ces films sont aussi pleins de ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Enfin,
il y a des propos politiques aussi dans les films. Il y a on parle aussi socialement, mais on en parle différemment. En fait, on essaie de faire vivre une idée de l'Amérique à la fois pour attirer le monde, pour soulager les gens et pour se vendre, pour faire concurrence aux autres. On vend un monde et un univers rassurant. Je rappelle que à l'époque, pendant qu'il y a ces comédies musicales, il y a aussi la question raciale qui se développe aux États-Unis, il y a le développement des gangs, il y a beaucoup de questions qui commencent à travailler les États-Unis, il y a aussi la contre-culture qui commence à arriver. Et donc, c'est aussi un refuge, ces comédies musicales. C'est un refuge dans le spectaculaire. C'est aussi oublier les tracas du monde qui commencent à augmenter. Il faut pas oublier aussi que les comédies musicales ont évolué avec le temps. Elles ont essayé d'accueillir justement ces tracas du monde, de discuter de tous ces tracas du monde. It's so dreamy, oh fantasy free me, so you can't see me. Et d'ailleurs, par exemple, quand vous regardez The Rocky Horror Picture Show, c'est c'est le nouvel Hollywood de ces comédies musicales de la MGM. C'est-à-dire qu'on essaie de réinventer un genre, la comédie musicale qui a été magnifiée et portée au pinacle de ce que pouvait faire le cinéma en termes de merveilleux, mais au goût, au niveau de la liberté sexuelle, au niveau de l'homosexualité, de la transidentité. Déjà à l'époque, la transidentité, ça n'a pas attendu les années 2000 pour exister. Je vous invite à découvrir vraiment The Rocky Horror Picture Show, et notamment Tim Curry. C'est juste pour dire que c'est pas récent tout ça. Évidemment, pour certains c'est Sean Connery, pour moi ce sera Pierce Brosnan, je suis un enfant des années 90, donc James Bond, s'il y a Pierce Brosnan, même si je reconnais que Sean Connery est Sean Connery. Pourquoi je parle de ça? Parce que évidemment, la MGM est associée à James Bond, et en fait ce qui est intéressant vis-à-vis de James Bond, c'est que c'est vraiment une saga qui a traversé les décennies, et au travers de la figure de James Bond, des divers stars qui se sont succédés, vous avez toute l'histoire de cette période. Vous avez la star qui était Sean Connery, qui était la fin du système des stars. C'est une transition, je dirais. Sean Connery est encore une star un peu à l'ancienne, à l'époque, mais qui est déjà un peu différente. C'est plus la même chose. Vous avez ensuite Roger Moore, c'est juste après la guerre du Vietnam, l'Amérique en a gros sur la patate, donc ce n'est plus le même type de star, les James Bond ont muté, on fait beaucoup plus de l'humour, James Bond va dans l'espace, parce qu'il y a eu Star Wars, c'est James Bond contre... c'est l'homme au pistolet d'or, mais en réalité c'est contre Christopher Lee, qui était le méchant de toutes les productions de série B qui avaient beaucoup de succès, c'était Dracula à l'époque. Puis après, c'est bien entendu Pierce Brosnan, il y a eu deux autres, George Lazenby, il y a eu Timothy Dalton, bien entendu, mais qui n'ont pas beaucoup marqué les esprits. Il y a eu Pierce Brosnan qui représente bien le James Bond de la fin du communisme. Si le concurrent disparaît, qu'est-ce que devient James Bond? Puis après, il y a une tentative de semi-reboot, mais adaptée à l'ambiance moderne de paranoïa qui revenait de Daniel Craig. Et en fait, au travers de James Bond, qui est avec la MGM, vous voyez toute l'histoire du héros hollywoodien, mais aussi de la production hollywoodienne et de la recherche du studio de s'adapter à l'époque et au temps qui passe. En parlant de James Bond, je conclurai sur ceci. Vous avez bien remarqué, la particularité de James Bond, c'est que c'était un héros de 50 ans. C'est-à-dire que même si les acteurs changeaient, le personnage, lui, survivait. Il survivait aux acteurs et aux époques, jusque récemment, où James Bond est mort en 22. Ils ont tué James Bond. Et ça, je trouve que c'est quand même assez symbolique de l'ambiance, en fait, des studios. Ils ont tué le héros qu'il ne devait pas mourir. Déjà, un héros qui meurt à Hollywood, c'est particulier. Mais en plus, cette particularité de James Bond, d'avoir survécu des décennies, d'avoir eu sa propre identité et la mémoire, pour ainsi dire, de ses rôles passés, avec une petite exception pour Daniel Craig, c'est vrai. Mais tout de même, d'avoir tué ça, c'est aussi le symbole de la mise à mort d'une certaine idée du cinéma hollywoodien, du héros hollywoodien, et c'est bien le symbole
de la crise. Il paraît qu'on essaie de négocier avec Amazon pour faire un nouveau James Bond, mais que ça se passe mal. Et ça n'est pas étonnant. Et je me permettrai enfin un petit conseil, Babylone, de Damien Chazelle. C'est un film donc, qui est sorti, qui n'a pas eu beaucoup de succès, étonnamment, en 2023 ou 2022, je ne sais plus, et qui parle justement de la création des studios, du Hollywood de la fin des années 20, du début des années 30 et de la mise en place des studios. Alors, je ne sais plus si la MGM est citée, mais typiquement, ce que l'on voit dans ce film, ça fait penser à la MGM et ça montre bien l'ambiance étrange, à la fois où tout est permis, tout est contrôlé, où il y a le rapport à la politique, le rapport au pouvoir, à la décadence et la folie qui s'empare et la folie qui ronge et qui broie les êtres du système. Et j'aime beaucoup la fin où, je divulgage un tout petit peu, l'histoire est tragique, la mise en scène de Chantons sous la pluie, en fait, telle qu'elle est présentée dans le film, est une mise en scène, une réinvention de l'histoire tragique que vit le héros. Une histoire qui marque le héros dans le film, mais dont il finit par rire en même temps que tout le reste du public, tant le pouvoir du cinéma, tant le pouvoir de cette comédie musicale est puissante. Et pour ainsi dire, lui fait voir la vie, alors qu'il sait que c'est tragique, alors que c'est sa propre histoire, il se met à en rire comme tout le monde, parce que le cinéma, le pouvoir du cinéma est plus puissant que tout.